L'amiante, ce poison invisible qui a fait des milliers de morts en France, un poison interdit depuis 1997, mais dont les conséquences continuent de frapper des travailleurs. Des conducteurs de métro, des agents de maintenance attaquent aujourd'hui la RATP en justice. Leur demande est simple, obtenir une attestation d'exposition à l'amiante, un document essentiel pour faire reconnaître une maladie professionnelle, pour être suivi médicalement, pour être indemnisé. Derrière ces procédures, il y a des vies, des familles, des collègues disparus. Alors, que savait la direction? Les agents sont-ils assez protégés? Pourquoi est-il si difficile encore aujourd'hui de faire reconnaître l'exposition à l'amiante? On en parle tout de suite avec François-Xavier Harouls et Bertrand Dumont, les co-secrétaires de la solidarité RATP. C'est parti pour l'entretien. François-Xavier, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bertrand, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est où en est-on aujourd'hui précisément dans la procédure engagée contre la RATP? En fait, il y a eu un tribunal qui a eu lieu le 17 février au prud'homme de Paris. On est en attente du résultat qui arrivera en mai, le délibéré. L'audience était assez houleuse. Pour les salariés qui étaient présents, parce qu'on était une bonne vingtaine à y être, sur la trentaine de salariés, aussi bien côté maintenance que côté conducteur et conductrice. Et voilà, et on demande quelque chose de très simple. Et si vous voulez, depuis le 1er février 2022, nous sommes une vingtaine d'agents à demander cette fiche d'exposition. Alors, c'était de simples courriers, des courriers en lettres recommandées pour demander la délivrance d'une attestation d'exposition à l'amiante. Et justement, pourquoi c'est si déterminant d'avoir ce document? Parce qu'en fait, ce document permet de tracer, et puis surtout, elle déclenche ce qu'on appelle la surveillance médicale renforcée. Donc la surveillance médicale renforcée par les médecins du travail et par les médecins de manière générale, elle permet de déceler dès qu'il y a une apparition de la maladie, de la prendre en charge rapidement et donc de sauver des vies. Et c'est en ça qu'elle est importante, parce qu'il y a une fiche d'exposition pendant que l'on travaille et un suivi post-exposition au travail, qui permet après, quand on est à la retraite également, d'avoir un suivi à ce titre-là, qui est important. Pour rappel, l'amiante est un polluant tueur, et c'est un risque de contracter la maladie est un risque grave différé dans le temps. Donc on peut contracter une maladie en lien avec le cancer demain après-demain, mais généralement c'est dans 15-20 ans. Et donc cette fiche d'exposition, elle nous permet ce suivi-là en cours de notre carrière et puis après. Bertrand, vous êtes agent de maintenance, François-Xavier, vous êtes conducteur de métro. Les expositions à l'amiante dans votre profession, elles se manifestent comment? Dans quel endroit vous en trouvez? Comment vous êtes exposé à l'amiante? Alors, pour les mainteneurs, en tout cas sur le métro aujourd'hui, bus c'est un peu différent maintenant, même s'ils ont connu ces mêmes problématiques il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a deux grandes catégories de mainteneurs ferroviaires à la RATP. Ceux qui travaillent sur les nouveaux matériels, le matériel très récent, qui normalement ne contiennent plus l'amiante. Je dis bien normalement parce que on a encore retrouvé sur des matériels pas si vieux de l'amiante alors qu'on n'aurait évidemment pas dû en avoir. Et les salariés qui travaillent sur les anciens matériels, MF67, MF77, enfin les trains qui n'ont pas été changés récemment, où là il y en a quasiment partout, sur toutes les peintures, c'est des peintures insonastiques, des peintures avec de l'amiante dedans, dans les contacteurs, enfin il y en a partout. Donc il y a plein d'endroits où c'est répertorié, où on le sait, où il y a des procédures qui ont été mises en place, même s'il y a plein de choses encore à revoir, puisque dans les procédures, il y a plein de choses qui vont pas. Et puis, même 40 ans après, alors que ça fait 40 ans qu'on travaille sur des matériels, on retrouve encore dans des endroits où il ne devrait pas y en avoir, 40 ans après, des organes amiantés, et donc forcément, accident, parce qu'on n'est pas protégé, on n'a pas les équipements nécessaires pour intervenir, donc voilà, on vit encore ça tous les jours. Et justement, des agents ont développé des pathologies qui sont déjà reconnues chez vos collègues
pour l'instant? Oui, bah, la maintenance, on en a beaucoup. On a évidemment pas mal de collègues qui sont décédés aussi. Certains qui vivent avec des plaques pleurales aujourd'hui. Heureusement, tout le monde n'en meurt pas quand même de l'amiante, heureusement. Mais on a eu effectivement un paquet de maladies. Alors, on peut dire quand même, si on dit toute la vérité, qu'on est quand même, nous en tout cas côté maintenance, un peu plus protégés que ce que étaient nos camarades dans les années 60-70 évidemment. Oui. Mais on a encore des choses énormes. On a découvert dans une pâte qui sert pour plein de choses, notamment sur les essieux, sur les bogies du métro, qui s'appelle la Plastex, de l'amiante dedans, alors que cette pâte, ça faisait des années qu'on la ponçait. L'amiante est dangereuse, évidemment, quand elle est en poussière. Et alors là, il n'y a rien de pire que de poncer à la ponceuse un matériel avec de l'amiante à l'intérieur. Et donc, voilà, on a appris ça grâce au CHSCT, d'ailleurs, à l'époque, qui avait fait une enquête et qui avait été gratté un peu plus loin. Et on s'était aperçu que dans cette pâte, il y avait de l'amiante alors qu'il n'aurait pas dû y en avoir. Les conducteurs de métro, François-Xavier, est-ce que vous avez été informé du risque de présence d'amiante dans vos cabines de chauffeurs, de conducteurs de métro? En fait, quand on embauche à la RATP, on n'a pas ces informations-là, on le découvre dans le temps, et notamment quand on fait partie d'organisations syndicales, on a l'occasion de rencontrer nos camarades de la maintenance, donc on échange à ces moments-là, et c'est là où on découvre qu'il y a des problématiques, et donc vient tout un combat qui se met en place après. Bertrand vous l'expliquait, côté maintenance, ils ont une forme de protection a priori, mais qu'on en retrouve encore aujourd'hui, et donc l'exposition accidentelle, elle continue à exister. Donc on sait qu'aujourd'hui, sur les matériels neufs, comme sur la ligne 2 du métro, la ligne 5 ou la ligne 9, normalement il ne devrait pas y en avoir, mais les autres lignes, il y a encore de la présence d'amiante, et d'ailleurs on sait où elles sont maintenant cartographiées, et nous en tant que travailleurs, la différence côté maintenance, c'est que pour la RATP, les conducteurs de métro, les conductrices de métro ne sont pas des travailleurs de l'amiante, donc du coup s'il devait y avoir un accident en lien avec l'amiante, on n'est pas reconnu dans notre poste de travail. Il faut savoir que le poste de travail, la cabine de conduite, ce qu'on appelle le volant, voilà, on peut comparer ça à un volant, c'est un pupitre, une platine plate qui contient de l'amiante. Il y a de l'amiante au niveau des portes qui nous permettent d'accéder à la cabine de conduite. Il y en a dans la chaufferette qui nous permettent de chauffer la cabine de conduite en hiver notamment. Donc il y en a partout. Et la problématique qu'on a, c'est que ces matériaux-là ne sont pas suivis, ils ne sont pas entretenus. Et donc, quand ils se dégradent dans le temps, ils finissent par libérer de l'amiante. Et nous, c'est le cas. Sur la ligne 3, c'est un matériel des générations 67, conçu en 67. Et en utilisant les manivelles que l'on a, on vient percuter cette platine qui a un rebord surélevé. Et en tapant dessus, juste en déplaçant la manivelle de façon naturelle, elle vient en butée, et cette butée a fini par creuser des trous de la taille d'une balle de golf, et entièrement creusés. Et donc on a libéré pendant des années, sans le savoir, de l'amiante dans nos cabines de conduite, en y travaillant 90% de notre temps en tant que conducteur et conductrice, on le passe dans un train et dans une cabine de conduite. Il y a donc une différence un peu entre les agents de maintenance et les conducteurs de métro. Mais est-ce que justement vous avez des équipements de protection adaptés à l'amiante, entre guillemets? Alors oui, quand on va travailler, entre guillemets, quand on le sait, effectivement, on a la fiche de travail avec ce qui va avec. Donc là, le camarade qui intervient, il met sa combinaison, son masque, ventilation. Enfin non, là-dessus, le matériel, aujourd'hui, on l'a. Pendant des années, on n'a rien eu. Il y a toute une procédure qui est mise en place. La problématique, je dirais, dans ce genre de cas, alors ça dépend des ateliers, mais dans les ateliers de ligne, parce que nous, on a deux ateliers différents. On a les ateliers de maintenance patrimoniale qui font de la grosse mécanique, comme là où je suis, et les ateliers de ligne, où chaque ligne a son propre atelier, où là, les problématiques sont vraiment très importantes, parce que les copains, ils interviennent dessus tout le temps. Notamment sur cette fameuse peinture amiantée, où eux, ils sont protégés, et normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Sauf que, en fait, il y a des copains qui sont à 1 mètre, qui travaillent sur d'autres choses, et qui, eux, ne le sont pas, quoi. Alors, on met un petit ruban, de la rubalise, ce qu'on appelle, mais sauf que le copain qui est à 3 mètres, lui, il n'a rien, il n'a aucune protection, il n'a pas de combinaison, il n'a pas de masque, il n'a rien. Donc voilà. Donc, c'est quand même des problématiques qui sont un peu compliquées à gérer, quand même.
Quand je vous entends tous les deux, vous expliquez clairement cette présence d'amiante. Pourquoi, selon vous, la RATP refuse, ou en tout cas met du temps, ou ne reconnaît pas en tout cas l'existence de cette exposition à l'amiante? Alors, pour les conducteurs et conductrices de métro, c'est que on a toujours été considérés par la RATP comme n'étant pas des travailleurs de l'amiante. Donc aujourd'hui, le reconnaître immédiatement, c'est compliqué parce que ça concerne la totalité des conducteurs et conductrices du métro et sur tout le réseau. Donc on est sur un enjeu financier, économique. C'est une réflexion économique de la part de la RATP. Elle veut bien donner des fiches d'exposition quand ce sont ce qu'on appelle des accidents d'exposition, par exemple sur la voie, mais qui ne sont pas en lien avec le poste de travail. Le poste de travail, ça concerne des conducteurs et des conductrices, c'est 3500 conducteurs et conductrices, métro et RER confondus. Donc, c'est pas anodin. Et pendant des années, on a toujours été exclus en tant que conducteurs et conductrices. Et à travers cette lutte qui a commencé en 2022, on a pu révéler toute cette présence d'amiante avec les copains et les copines concernés. Et l'inspection du travail est intervenue pour nous soutenir. Et notre démarche, au départ, elle était vraiment d'obtenir cette fiche qui ne coûtait rien à l'entreprise, mais qui permettait juste de suivre dans le temps l'exposition ou non à un polluant mortel. Juste ça. Et on a mis plus de 2 ans avant de lancer une mise en demeure par notre avocat, parce que la RATP résistait là-dessus, et vraiment incompréhensible. Et même à travers la mise en demeure, la RATP refusait. Donc on se retrouve aujourd'hui au tribunal, donc avec la trentaine de personnes concernées, pour avoir cette fiche d'exposition, mais aussi aujourd'hui ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété. On vient travailler dans un environnement qui est pollué par de l'amiante. Maintenant, on le sait, tout le monde le sait. Ça crée de l'anxiété et on vit avec ça, c'est-à-dire qu'on revient un peu sur notre lieu de travail avec cette possibilité de savoir qu'on peut contracter la maladie. On a une collègue en 2024 qui a été reconnue en maladie professionnelle, qui est conductrice. Moi, je suis conducteur sur la ligne 3, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a été conductrice de la ligne 3 quasiment toute sa vie. Et elle a eu un cancer de l'ovaire qui est reconnu au tableau des maladies professionnelles. Cette maladie a été reconnue par la caisse et la RATP conteste. Donc on a accompagné cette collègue, on a obtenu la maladie professionnelle et aujourd'hui on l'accompagne également parce qu'elle est passée lundi dernier au tribunal judiciaire pour la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur savait, l'employeur n'a pas agi et donc aujourd'hui notre collègue a des problématiques de santé et elle fait tout pour essayer de guérir de ce cancer qui lui fait du mal au quotidien à elle et aussi ses proches. On l'imagine. Et en ce qui concerne les agents de maintenance, vous, par contre, la RATP est consciente qu'il y a de l'amiante, mais pourquoi elle refuse aussi ce document d'exposition à l'amiante? Alors nous, dans l'histoire, ça fait quasiment 35 ans que je suis à la RATP, donc évidemment, selon les périodes, les politiques et les agissements de la direction ont évidemment un peu évolué. Mais on peut dire quand même qu'il y a un truc commun depuis le début, c'est gagner du temps. D'accord. Depuis le début, la direction, par tous les moyens, gagne du temps. Bon, il faut aussi reconnaître que, comme dans toutes les autres boîtes qui peuvent bosser, parce qu'on n'est pas les seuls, malheureusement, bosser au contact de l'amiante régulièrement, ils ont les lois avec eux. Ils ont inventé des concepts comme les valeurs limites d'exposition professionnelle, alors qu'une fibre d'amiante, ça tue. Mais on t'explique quand même que jusqu'à 10 fibres, ça va, il n'y a pas de problème. Voilà, donc déjà, ils ont tous ces lobbying-là qui, pendant des années, les ont protégés et continuent de le faire. Et puis après, ils ont inventé plein de choses. Chez nous, par exemple, ils ont inventé, il y a 15 ans, le concept du risque maîtrisé. Non, oui, il y a de l'amiante. Vous inquiétez pas, on maîtrise. C'est encapsulé, vous risquez rien. Enfin voilà. Donc, au fur et à mesure du temps, le but a toujours été de gagner du temps parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas désamianter, effectivement, notamment pour des aspects économiques. Et donc là, le but, c'est de continuer jusqu'à la fin des changements complets des matériels. Donc là, il y a une grosse arrivée de nouveaux matériels MF19 qui va, dans les 7-8 ans, remplacer quasiment tous les matériels ancienne génération, et donc ils continuent à gagner du temps. Ils sont presque arrivés, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que ça dure. Voilà, ils ont gagné du temps. En attendant, effectivement, on a des camarades qui sont restés sur le carreau, mais voilà, ils ont plus ou moins réussi, tant bien que mal,
à gérer tout ça, à gagner du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on disait tout à l'heure, il y a une vingtaine de conducteurs de métro, une dizaine d'agents de maintenance, des mainteneurs qui ont amené la RATP en justice. Est-ce que d'autres agents pourraient le faire ou est-ce que les agents autres ont plutôt peur de s'impliquer dans ce combat ? Alors, côté conducteur et conductrice, c'est vrai que comme on n'avait pas forcément connaissance de la présence de l'amiante partout, et quand on a commencé à mener cette bataille, elle s'est révélée, elle s'est propagée sur quasiment toutes les lignes de métro. Et ce qui, malheureusement, nous a un peu aidé, ou en tout cas a permis aux collègues de prendre conscience du danger, c'est que notre propre collègue conductrice de la ligne 3 a eu un cancer de l'ovaire, et donc ça a réveillé un peu les consciences en disant vaut mieux se battre aujourd'hui contre la RATP là-dessus pour obtenir cette fiche d'exposition que plutôt d'attendre d'être à la retraite, se battre contre la RATP, contre la maladie et contre la caisse pour pouvoir obtenir réparation. Donc il y a cette prise de conscience qui se fait et justement tout le monde est en attente de ce que va donner ce résultat, et déjà des conducteurs et des conductrices d'autres lignes nous en ont parlé, y compris des retraités qui sont RATP qui nous contactent en disant moi j'ai été conducteur pendant X temps. Voilà, il y a aussi tout ce travail syndical qu'on est en train de faire avec les camarades, et voilà, il y a une réelle volonté. Et justement aujourd'hui, pour terminer cet entretien, qu'attendez-vous? C'est plutôt une reconnaissance, une réparation financière, ou un changement de pratique? Vous attendez quoi concrètement à l'issue de votre procédure là? Le changement de pratique, on n'y croit plus trop maintenant. Non, nous, ce qu'on espère, c'est au moins être sur les dernières années où ce matériel amianté continuera à rouler, au moins être protégé au maximum, ce que la RATP n'a pas fait depuis plus de 30 ans. Et donc, y compris sur l'aspect financier, où on espère taper un peu là où ça fait mal, parce que ça contraigne un peu la direction à un peu mieux nous protéger, notamment cette attaque sur le préjudice d'anxiété. C'est effectivement pour dédommager la crainte dans laquelle on vit. Moi, j'ai passé mon scanner amiante il n'y a pas très longtemps. Je suis rentré à l'école technique de la RATP, j'avais 16 ans, donc je bossais déjà sur des métros avec de l'amiante dessus. D'accord. Et donc, évidemment, maintenant, à chaque scanner amiante, il y a quand même une crainte de dire, à un moment, on va quand même trouver quelque chose avec tout ce qui s'est passé. Et puis, le deuxième truc, c'est de dire, au bout d'un moment, à force de cracher au bassinet, peut-être que la RATP va enfin mieux nous protéger là-dessus, quoi. Oui, c'est ça aussi, vous attendez, reconnaissance morale et compensation, peut-être réparation financière? Oui, plus que... il y a morale et financière, mais il y a quelque chose de plus important, c'est ce suivi médical renforcé, qui est, je le répète, ça permet de sauver des vies dans le temps, et prendre en charge une maladie rapidement, ça permet de ne pas avoir à subir toutes ces problématiques de santé, et ça n'engage pas tous les proches, etc. C'est avant tout ça, et même encore aujourd'hui, c'est avant tout ça. Mais pour que la RATP agisse, effectivement, on parle de faute inexcusable, parce qu'on sait que, à un moment, c'est en tapant sur au portefeuille de l'entreprise que l'entreprise va finir par réagir, et si on ne le fait pas, voilà. Par exemple, cette lutte a permis aussi, déjà, avec ce que l'on fait, le terminus de la ligne 3, le terminus Gallieni, qui est aussi une station de métro où les usagers et les usagères empruntent régulièrement dans le 93. Cette station, en tout cas, on demande à ce qu'elle soit fermée parce qu'on a découvert qu'il y avait des carreaux de carrelage qui étaient à monter, qui étaient tombés, et on demande la fermeture totale de ce terminus et de cette station afin de désamianter complètement, y compris dans les locaux de vie, parce qu'on retrouve dans les locaux de vie des cols de carrelage amiantés, et que là, la RATP, à un moment, il va falloir qu'elle réfléchisse à ça, parce qu'on parle de santé publique. On parle des usagers, des usagères que l'on transporte au quotidien également. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous et de nous avoir apporté des éclaircissements sur justement la manière dont la RATP ne remplit pas son devoir et ses obligations, notamment en ce qui concerne l'exposition à l'amiante pour ses agents et ses employés. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.